Noam, Fred et moi. Hein, maintenant, c'est bon, tout le monde commence à connaître nos petites têtes. Ce qui va être intéressant surtout, ça va être, bon, cette partie-là, tous ceux qui sont présents la connaissent déjà. Le Slack, Twitter pour les actus, justement, voir les prochains webinars, etc. Concernant nos événements, du coup, c'est bien, j'ai laissé ça, mais comme ça, vous êtes au courant. Avec tous les événements qu'il y a eu, on a décidé de reporter le VMUG physique. De toute façon, il n'y a aucun événement physique organisé par ni VMware ni personne pour la rentrée ou même pour la fin de l'année. Donc on a suivi la tendance. De toute façon, il n'y a pas le choix. On essaiera de refaire quelque chose 2021 et on va essayer d'organiser un événement virtuel sûrement sur la fin de l'année pour quand même avoir un lien avec la communauté et présenter quelque chose après le VMUG, le VMworld virtuel. Ensuite, voilà pour les speakers. Non. Ensuite, concernant nos événements, on va encore en avoir. On a Fred qui va nous faire une part 2 sur Rubric d'ici quelques semaines. Et Noam qui va présenter avec Dell aussi quelque chose autour de la nouvelle solution de stockage de Dell. Donc, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais il nous fera une petite présentation. Donc, tout ça devrait arriver d'ici les prochaines semaines. Voilà, ça va être publié sur le Slack et sur le Twitter. C'était tout ce que j'avais sur mes petites slides. Je vais prendre la main dans ce cas-là, si je Ouais, peux la prendre. Attends, je pense qu'il faut que je coupe de mon côté. Voilà. Ouais, c'est bon. T'as plus qu'à te mettre en. Est-ce que vous voyez en grand écran là? Ouais, C'est bon? c'est bon. T'es en grand écran. Ouais. Bonjour à tous, Martin d'Argent. Alors, je ne sais pas qui est présent, mais j'ai vu qu'il y a une douzaine de personnes, donc c'est super. On est plus que ça maintenant. Les gens Ouais, nous plus que auront ça, vu. mais c'est Ouais, ouais. super. Après, ce que j'ai dit à Mathieu, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat ou en direct au fur et à mesure. L'objectif, c'est de parler d'un sujet qui nous intéresse beaucoup de chez EasyVirt parce que c'est un peu le cœur de l'existence d'EasyVirt à la base. C'est vraiment le Green IT. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la virtualisation, c'est vraiment Green IT? Je relance ce sujet-là, sachant que de plus en plus, nous, on a des appels entrants parce qu'il y a des demandes. Dans beaucoup de sociétés actuellement, il y a des directions de développement durable qui ont été mises en place avec des objectifs qui sont déclinés par service. Et pour les services informatiques, de plus en plus, ils ont des indicateurs à mettre en place et ce n'est pas toujours évident pour eux. Et donc là, autant quand on a créé la boîte en 2011, on en parlait un petit peu, ça s'est cassé la figure derrière. Autant depuis 6-7 mois, voire un peu moins d'un an, ça repart vraiment à fond. Et on sent un vrai engouement sur ce sujet-là. Et il y a pas mal de choses à voir. Pour rappel, EasyVirt, la légitimité qu'on a sur ce sujet-là, c'est que déjà, moi, avant de créer la boîte, j'étais chez Logica, donc Unilog qui est devenu Logica, qui est devenu CGI. J'avais mis en place la direction développement durable. On avait mis en place pas mal de choses. J'avais fait des bilans carbone pour des sociétés de services informatiques. On avait fait plein de choses. On a mis en place l'offre. On avait déjà fait une calculette carbone pour les projets informatiques de Logica à l'époque. On avait pas mal d'éléments. Et en 2011, en fait, j'ai créé la société avec Jean-Marc Menot, mon associé, là, qui lui est chercheur à l'école des mines de Nantes, l'IMT Atlantique maintenant, et qui en 2009, il avait gagné le prix de la croissance verte numérique avec une solution qui est un peu un équivalent de DRS-DPM. C'était une solution qui permet de déplacer les VM en fonction des besoins pour avoir le minimum de serveurs physiques allumés pour optimiser la consommation électrique. Donc, on a créé cette société-là, la société sur cette idée-là en 2011. Tout le monde trouvait que c'était une bonne idée, surtout nous, en fait, quand on crée la boîte. Ce que je raconte toujours, c'est qu'on a gagné plein de concours, mais qu'on vendait rien, même si on avait des appels entrants. L'anecdote, par exemple, la boîte, elle avait 6 mois, un appel entrant de la Poste, les achats de la Poste qui nous disent: vous êtes super, vous êtes local, vous faites du développement durable, vous faites faire des économies. On se dit: c'est super, on va exploser tous les compteurs, on va vendre plein de logiciels. Et en fait, on se rendait compte qu'on était baladé entre les services. Et le constat qu'on a fait, c'est que c'est vrai qu'on intéressait les services achats, les services développement durable, mais dès qu'on était côté service informatique,
Ça faisait peur. Ce qui compte, c'est le niveau de service. Donc, ce n'était pas la bonne approche. Donc, sur la base de ce constat-là, il a bien fallu qu'on mange un peu et qu'on vive. On a fait beaucoup d'audits. En fait, en 2012, on a rencontré l'ADEME avec c'était avec EasyVirt et avec une autre société qui s'appelait Qualité à l'époque, qui s'appelle Greenspector. J'en reparlerai tout à l'heure. On a été voir l'ADEME, on leur a dit on n'arrête pas de dire que l'informatique consomme beaucoup, mais personne n'a jamais vraiment mesuré la consommation réelle de l'informatique dans les entreprises. Donc, on a proposé un protocole de mesure à l'ADEME, une sorte d'audit flash un peu où on mesurait toute l'informatique dans les organisations. Ça allait du poste de travail aux écrans, aux switches, aux serveurs, etc. Et on a fait ça, on a réalisé cette opération dans 70 organisations. Et on s'est rendu compte a posteriori, ce n'était pas l'objectif de base, c'était la plus grosse opération de mesure que s'était jamais faite au niveau mondial de mesure d'informatique. Et on a appris pas mal de choses, c'était très intéressant. Et on a sorti un livre blanc. Donc, si vous allez sur notre site, dans la partie ressources sur le site, vous tomberez sur le livre blanc qui est une référence sur les bonnes pratiques et ce qui se fait dans les entreprises. En fait. Là, c'est plus générique que la partie virtualisation, mais c'est intéressant. Après, tout ça pour continuer, ces audits qu'on a fait, parce qu'en parallèle, on a fait ces audits, mais on a fait beaucoup d'audits très techniques sur la virtualisation. Le constat qu'on a fait, c'est que c'est super la virtualisation, mais tout le monde finalement, tout le monde est passé à la virtualisation. Donc il y a eu un effet hyper positif parce qu'on verra plus loin parce qu'on a moins de serveurs physiques, mais finalement elle n'est pas très bien pilotée. Et donc sur la base de ce constat-là, à partir de 2015-2016, on a justement pivoté et on a créé des C-Scopes sur la base du constat que il n'y avait pas d'outil simple et efficace qui permettait de piloter la virtualisation sous VMware. Et on a construit au fur et à mesure des C-Scopes avec les besoins de nos clients, avec toujours comme objectif l'optimisation, la rationalisation du parc et tout en gardant le niveau de service. Et on le verra un peu plus loin. C'est vraiment, j'identifie les VM inutiles avec des techniques précises. Je vais identifier ce qui est surdimensionné. Je vais faire du capacity planning pour éviter de racheter là où je n'ai pas besoin, etc., etc. Voilà, là. Et finalement, entre 2012, en 2011, on parlait du Green IT. À partir de 2012, quand on parlait du Green IT aux clients, c'était plutôt contre-productif, donc on n'en a plus du tout parlé à nos clients. On parlait plutôt d'efficience et de bonnes pratiques et d'optimisation. Et je vous dis, depuis 6-7 mois, on commence à en reparler. Et c'est vraiment un sujet, on a même beaucoup d'appels entrants. Pour info, on vient de signer un beau contrat avec Pôle emploi, où Pôle emploi, ils utilisent des scopes pour afficher les coûts environnementaux de leurs services informatiques. Ce qui est complètement nouveau, être en capacité d'afficher les coûts environnementaux de ces services informatiques pour, prendre conscience et agir dessus, c'est quelque chose de complètement nouveau. Pour en revenir à DCScope, depuis qu'on a développé DCScope en 2015-2016, on est en forte croissance. Là, on a plus d'une centaine de références, tout type de clients. Là, ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Mais on fait faire du Green IT sans le dire à nos clients, en fait, en leur évitant de racheter, en optimisant, etc. Et avec des sujets un peu. Mais n'hésitez pas, vous me poserez des questions sur tout ça après. On est labellisé sur tout ce qui peut se faire autour du Green IT. On a le Data Center Code of Conduct. On était labellisé par ICT Footprint aussi. Et on avait été élu comme une des 21 startups qui œuvraient pour l'environnement. Et là, clairement, dans DCScope, on va rajouter bientôt un onglet spécifique Green IT. On fait déjà beaucoup de choses, mais on va remettre en avant cette partie-là. Bon, là, ça, vous le savez, on est assez proche de l'écosystème VMware et surtout le VMUG. Et je remercie encore le VMUG France de nous faire participer à ces webinaires. Il faut savoir qu'on participe à d'autres webinaires en Europe, en virtuel. Il y en a très peu qui sont gratuits, comme celui du VMUG France. Et donc, c'est super sympa. J'espère que c'est… Vous m'entendez, en fait? Oui, alors on t'entend bien. On entend ton petit téléphone de temps en Je temps. sais, je vais l'arrêter. Sollicité. Je vais l'arrêter parce que ça m'agace. Et je vais m'arrêter ça tout de suite. Hop, ça ira mieux. Parce que des fois, ça m'arrive de parler comme ça dans le vide. Non, et en fait, non, on tu n'entend peux y plus aller, on longtemps. t'entend très bien.
Donc le VMUG, juste pour l'anecdote, cette nuit on faisait un VMUG avec la Colombie en fait, un déno avec la Colombie, donc c'était assez intéressant. On était présent au VM World en 2019, on voulait le faire en 2020 avec un stand aussi, on était le seul éditeur français. Et c'était très sympa, on a vu pas mal de monde et on a signé des belles affaires et pour la reconnaissance pour nous, parce qu'on est quand même tout petit encore par rapport à tous nos concurrents. C'était très sympa et les retours à la fois des Européens et même du reste du monde sont super positifs sur l'outil. Si on repart sur le Green IT, qui est le sujet, n'hésitez pas à me poser des questions sur le chat ou m'interrompre. Je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce que l'informatique pollue ou pollue pas? On sait que ça pollue. Point barre. L'impact de l'informatique, il n'est pas que positif. Souvent, au départ, on mettait toujours en avant le côté positif de l'informatique. On va pouvoir faire des vidéoconférences. Là, on l'a bien connu ces derniers temps. On va pouvoir faire du covoiturage. C'est vrai que c'est hyper facile, mais il y a quand même un impact hyper négatif, à la fois sur l'aspect consommation. On parle souvent toujours de cette partie-là. Ça consomme beaucoup les data centers, les PC, etc. Mais il y a aussi toute la partie de droite, là, qui est la partie fabrication. Quand on fabrique des serveurs, des PC, tout ce qui est informatique, il y a tout un côté très, très, très polluant. Pas forcément que polluant, il y a aussi tout l'aspect social qui n'est pas top. Et donc, il y a beaucoup il n'y a pas que le gaz à effet de serre. C'est quand même toute une économie énorme et pas forcément toujours très, très glorieuse. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est bon ou pas bon? C'est pas vraiment le sujet, ça dépend comment on l'utilise. Qu'est-ce qu'on va en faire et qu'est-ce que nous en ferons? Moi, j'aime bien justement cette question-là. Quel est le point commun entre un astronaute et un email? Et on voit bien. Alors, je vous laisse réfléchir, mais en fait, c'est 70 kilooctets en fait. Pourquoi? C'est quoi ce point commun? C'est qu'en fait, il a fallu à l'époque, c'était la capacité de stockage d'Apollo. Et maintenant, c'est le poids moyen d'un email. Donc, on voit bien que c'est un peu l'utilisation et comment le débordement, l'utilisation de tout ça. On a une capacité énorme avec l'informatique, mais on en rajoute sans arrêt. On peut faire énormément de choses avec peu. Actuellement, pourtant, dans une logique, on en rajoute sans arrêt beaucoup plus. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres. On a plein d'autres exemples. Je reviens sur quelques définitions, en fait. Le Green IT, il y a deux aspects. Il y a ce qu'on appelle le Green IT ou l'informatique durable ou numérique responsable. Il y a plein de termes. C'est vraiment ce qu'on appelle aussi le Green IT 1.0, c'est réduire l'impact environnemental de l'IT. Ça, c'est vraiment le sujet sur lequel on est, en fait. C'est vraiment comment on fait pour que ça consomme moins d'énergie, moins de ressources et que ça pollue moins. C'est classique. Souvent, il est un peu confondu, il a mélangé, mixé avec ce qu'on appelle le IT for Green ou Green IT 2.0. Et c'est comment je vais utiliser l'informatique pour que ça réduise l'impact environnemental de mon entreprise ou de mon organisation. Donc ça, c'est clairement, c'est pas ça qu'on va adresser là, même si c'est très bien et qu'on peut faire énormément de choses. Mais le mieux, c'est de le faire en plus en ayant de l'informatique optimisée. Bon, la virtualisation, là, j'ai fait une fois ce webinaire à des gens qui n'étaient pas du tout des gens techniques. Donc, la définition de ce que c'est qu'une machine physique avec une machine virtuelle, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je pense que dans le VMUG, les gens sont un petit peu sensibilisés sur le sujet. La plupart des gens présents, normalement, sont au courant des slides Je là. Ouais. pense Ceux-là, un ils les ont petit déjà vus, normalement. Même s'ils sont peu. un peu anciens, on voit que tu as pris les slides, etc., un petit peu datés. Mais Old effectivement, school, old school, ouais, ouais, old ouais. school. Mais Ouais. effectivement, ouais, normalement, ils sont au courant sur cette partie. Normalement, je pense que ça le fait bien, ça le fait bien. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce qui est super avec la virtualisation, c'est qu'on va partager des ressources d'un même serveur physique et on va éviter d'avoir plein de serveurs physiques, etc. Donc ça, c'est top. Là, un autre sujet, par contre, qu'à mon avis, vous connaissez peut-être moins, ou l'effet cascade ou l'effet boule de neige. Ça, c'est hyper important d'avoir ça en tête. Hyper, hyper important, et je pense que c'est un peu la base de tout. Ce slide-là, il dit quoi? Pour 100 watts concrets, il y a une part qui est déjà de perte quand on produit l'énergie. Après, il y a une perte auquel on pense tout le temps, c'est dans le data center. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma Oui, souris. oui, on voit.
on voit la souris, c'est qu'il y a vraiment une grosse perte, c'est que on y pense tout de suite, c'est la perte de la climatisation, l'éclairage, tout ce qui est la perte onduleur. Ça, on y pense clairement, c'est comment j'optimise mon data center. Après, il y a la machine en tant que telle. Il y a la machine en tant que telle, il y a les ventilos, la machine, qu'est-ce qu'elle consomme, et il y a de la perte aussi à ce niveau-là. Et après, là, ce qui nous intéresse vachement, c'est la sous-utilisation des serveurs. Et on voit que c'est beaucoup, beaucoup sous-utilisé. Et ça, c'est ce qu'on constate aussi, nous, chez nous, tous nos clients, c'est que quand on met des C-scopes en place, généralement, il y a 80% de VM surdimensionnés avec une grosse proportion, souvent, de VM inutiles. Et des taux d'utilisation et de densification des serveurs qui ne sont pas optimums parce qu'on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop si les VM tournent au même moment, on ne sait pas trop si on peut densifier sans perte de risque. Et il y a des gros leviers là-dessus. Et ce qui est super intéressant, c'est que comme on est en début de chaîne, ben, quand on va optimiser sur cette partie-là, ben, on va éviter la perte ici, on va éviter de la perte sur toute la chaîne. Et si on relit différemment le slide, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour 100 watts produit, finalement, sur l'utilisation réelle, sur du process informatique utile, on en a moins d'un watt. Vous voyez? Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc nous, on joue sur cette part-là, sur la partie densification des serveurs. Bah, ce que fait VROps aussi un petit peu, ou même du turbonomique, des choses comme ça, c'est vraiment l'objectif, entre autres. Même si certains qui sont plus sur le troubleshooting, nous, c'est vraiment notre cas d'usage préféré. Et juste pour info, il y a une autre société française nantaise qui s'appelle Green Spector, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et eux, ils travaillent sur l'éco-design software, l'éco-conception logicielle. Comment je fais pour que mon logiciel consomme moins? Et là, il y a aussi des leviers énormes. Parce que ben, quand on code avec les coudes, ce n'est pas forcément l'idéal en termes d'optimisation. Et puis, comme on a plein de ressources, on ne fait pas vraiment gaffe. Par contre, quand on fait bien attention à ces ressources et quand on est contraint, il y a des gros leviers d'optimisation. Et là, c'est pareil. Donc, quand on optimise ici, ben, on va pouvoir avoir des VM beaucoup plus efficaces. On pourra mettre beaucoup plus de VM par serveur physique. On aura moins de serveurs physiques, etc. Je remonte toute la chaîne. Donc ça, c'est hyper important parce que ben, ça joue sur la partie consommation. Et comme je vous l'ai montré sur le slide d'avant, ça évite aussi de racheter, de fabriquer des serveurs physiques. Donc, un gros levier. Si je retourne ce slide, un autre effet cascade, c'est ce slide-là qui commence à un peu dater, mais il n'y a pas beaucoup d'analyse sur tout ça. Hein. C'est un sujet qui n'est pas beaucoup poussé. Ce qu'il dit, c'est que pour 1 watt économisé au niveau du serveur, donc si je densifie mes serveurs ou si j'optimise, ben finalement, je vais en économiser quasiment 3, 2,84 watts. Après, c'est des ordres de grandeur. Toujours, il y a beaucoup d'optimisation et de gains sur cet effet cascade et cet effet de levier. Donc, c'est hyper important de bien densifier, etc. D'un point de vue purement environnemental à ce niveau-là. Alors, la question qui était le sujet de base et auquel il faut répondre, bien évidemment, la virtualisation, c'est vraiment green. Et c'est vraiment green parce que nous, on l'a constaté, au lieu d'avoir, ce que je disais classiquement, mais ça, vous le connaissez, au lieu d'avoir 50 serveurs physiques, je peux avoir un serveur physique avec 50 VM. Après, j'ai fait des petites recherches sur voir un petit peu ce que j'ai constaté, est-ce que ça s'est traduit dans la vente de serveurs ou pas dans la vente de serveurs, etc. Et ce qu'on a vu, finalement, c'est que il y a eu un moment, il y a un peu une décroissance. C'est vrai qu'il y a toute la période où on a commencé à virtualiser tous les serveurs physiques. On a vu un palier en fait dans la vente des serveurs physiques, mais il y a eu aussi un effet rebond un effet rebond qui a été lié aussi avec la virtualisation. C'est que vous le savez bien, la virtualisation c'est tellement pratique que finalement on va déployer beaucoup de VM. Finalement, maintenant, on a beaucoup plus de machines virtuelles que des serveurs physiques qu'on avait avant. Moi, j'ai des clients qui ont 3000, 2000, 3000 ou des centaines de VM. Ils n'avaient pas autant de serveurs physiques avant, c'est clair. Pourquoi? Vous le savez, on a des serveurs de test, d'intégration, on en lance à droite, à gauche, etc. Et en plus, on ne les suit pas forcément bien. L'effet rebond, c'est je vous citais. Donc, on voit, on a eu un petit. Ça a baissé en 2009 et on voit que ça repartit à fond sur la fabrication des serveurs physiques.
Ça, on en a rajouté, on en rajoute, et ce n'est pas fini d'en rajouter, surtout ce qu'on a vécu. On voit bien que l'informatique est indispensable. Voilà. Ce que je vous disais, là, et ça, vous les avez bien conscients, c'est tellement simple de déployer un serveur virtuel. En plus, c'est pratique. Donc, on va multiplier les environnements, tests, recettes, production, formation. Et ce qu'on constate aussi, c'est que finalement, la virtualisation, c'est vachement bien, mais ça a rajouté une certaine complexité, en fait. Le fait de mutualiser les mêmes ressources, mais en plus, quand on voit VMware, il y a des tonnes de compteurs dans tous les sens. Ça crée un peu du flou, qui fait que finalement, derrière, quand on a du flou, on ne sait pas trop si on peut prendre les décisions, où est-ce qu'on en est, jusqu'où on peut aller, etc. Et ce flou-là provoque du gaspillage, provoque vraiment du gaspillage et de l'optimisation. Et donc, un peu le constat que j'ai eu, que je l'ai déjà cité, c'est que nous, quand on analyse, quand on voit ce qui se passe chez tous les clients, c'est un peu le constat quand on a fait tous les audits, mais qu'on voit encore maintenant, c'est que on a des VM inutiles, mal dimensionnés. Après, mal dimensionnés, on nous dit, mais ouais, parce que c'est les préco-éditeurs, parce que c'est mes équipes études qui m'ont demandé des grosses VM, et puis ils n'avaient pas d'autres moyens de vérifier autrement. Aucune visibilité réelle et fine réelle et fine dans la durée sur l'évolution des capacités. Ce qu'on voit avec le vCenter, quand on n'a que le vCenter, les courbes qu'on a dans le vCenter, elles sont moyennées très rapidement, entre l'heure, la journée, etc. Donc, quand on perd les pics, quand on perd la finesse, ces courbes-là ne permettent pas de se dire, est-ce que vraiment, comme j'ai plus qu'une moyenne, mais comme je sais que potentiellement je peux avoir des pics, je vais pas optimiser au plus près, quoi. Le constat au fait aussi qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, quand je leur pose la question comment vous faites du capacity planning, ils répondent à la boule de cristal, ça c'est le pire, hein, c'est au doigt mouillé, à la louche, au mieux au fichier Excel. Ou alors des fois, ceux qui sont un petit peu outillés font avec des outils, mais c'est pas très précis, quoi. Il faut outiller tout ça, il faut avancer là-dessus. Alors après, il y a aussi beaucoup de manque d'informations précises pour prendre des décisions. Est-ce que je peux faire mon PCA, mes marges de manœuvre? C'est le fait de manquer d'informations précises, on ne sait pas trop où on va. Il n'y a pas d'indicateur de pilotage. Et ça, bon, je reviens, je ne veux pas faire la pub là-dessus, c'est ce qui nous a poussé à développer des scopes et à avoir des informations hyper précises. Après, la question, quand on reprend l'effet cascade que je vous ai montré, comment optimiser l'ensemble de la chaîne, il y a des sujets que j'ai un peu abordés, mais vous avez en tête, c'est éco-conception logicielle. Quand je parle de Green Spector, quand j'ai parlé de Green Spector, pour l'anecdote, c'est une boîte qui s'est créée en… Ben non, elle s'est créée un peu avant c'est un peu avant EasyVirt, donc en 2009, je pense, 2009-2010. Clairement, c'est un sujet, c'est les premiers à avoir travaillé dessus. Ils ont fait plein de recherches, etc. Ils ont eu leur première référence, c'est un appel entrant en mauvais anglais. C'était Huawei qui les appelait et disait on veut travailler sur l'éco-design software. On n'a trouvé que vous au niveau mondial. Ils ont signé un premier contrat avec eux. Après, c'est plus ou moins continué. Après, ils ont vraiment galéré parce que c'est un sujet. Mais maintenant, on va dire depuis un an, clairement, ils ont sorti la tête de l'eau et c'est devenu une référence au niveau en France, voire plus. Ils ont un vrai sujet et c'est un vrai sujet, un vrai sujet. Après, l'autre sujet, c'est la densification des serveurs. Je l'ai pas mal évoqué. C'est comment on fait pour que, malgré nos contraintes de PCA, nos contraintes de niveau de service, malgré toutes nos contraintes même de livraison de nouveaux serveurs, etc., on est en capacité d'avoir le bon niveau de serveur physique sans en avoir trop, quoi. Et par rapport à ce nombre de VM. Après, l'optimisation du matériel, l'optimisation de la salle serveur. Clairement, quand on parle de data center, le sujet est quasiment toujours focalisé sur la salle serveur, sur la partie hors IT. Je vais optimiser ma salle serveur, je vais mettre du free cooling, je vais mettre des allées chaudes, des allées froides, des cold corridors, c'est vraiment très focalisé là-dessus. Et comme on l'a vu, c'est que finalement le bout de la chaîne, en fait, un bout de la chaîne. Et c'est très important. Nous, on bosse sur l'amont. Et le fait de bosser sur l'amont, on a plus de contraintes, non, plus de leviers, finalement.
Il y a un autre point très important, c'est mesurer pour prendre conscience et optimiser. Actuellement, on a très peu d'indicateurs. Sur la partie salle serveur, il y a quelques indicateurs. Il y a la notion de PUE, je ne sais pas si ça vous parle. La notion de PUE dans les salles serveurs, c'est le Power Usage Effectiveness. Classiquement, c'est un PUE idéal, c'est un PUE de 1. C'est-à-dire que 100% de mon informatique, en fait, un PUE, c'est quoi? C'est le ratio entre ma consommation électrique globale de ma salle et la consommation électrique purement de l'informatique. Donc, un PUE idéal, c'est un PUE de 1, c'est-à-dire que j'ai des serveurs qui ne sont pas climatisés, qui ne sont pas sécurisés, qui n'ont pas de perte ondulaire, mais qui consomment que pour l'informatique. Généralement, sur des vieilles salles, on est plutôt sur du 2, voire un peu plus que 2, c'est-à-dire qu'il y a entre l'informatique consomme 100, il y a 100 qui est hors informatique. Maintenant, de plus en plus sur les nouvelles salles, on est plutôt sur du 1,3, 1,4, il y a des gros progrès qui ont été faits. Mais on arrive à un palier où on ne pourra pas descendre beaucoup, beaucoup plus bas, quoi. Après, on a quand même en France, je pense, avec OVH, ceux qui doivent être spécialistes un peu là-dessus. Je ne sais pas quel est leur PUE, mais vu les mécanismes qu'ils mettent en place justement d'optimisation de leur salle, Ouais, ils sont eux, ils bons. doivent être très très bons là-dessus parce que ça Ouais, fait partie de leur modèle justement. ouais, ça fait leur modèle. Et puis, ils ont aussi optimisé leur matériel aussi. Ouais, ils ont Juste sur les joué deux. sur les deux, sur ces deux parties-là. Ouais, Après, comme tu dis, du coup, étant donné qu'ils peuvent pas trop jouer sur la densification, vu que derrière ils vendent, plus il y a de exactement. serveurs, j'imagine, plus ça vaut le coup pour eux. Mais au Après, moins, ils ont optimisé la partie sur laquelle ils avaient vraiment la main, et cette partie-là, je pense qu'ils ouais, l'ont ils optimisent vraiment très bien bien. optimisée, quoi. Mais clairement, dans les meilleurs cas d'école, on descend rarement en dessous du 1,3, quoi. Mm, mm. Et quand on est sur du 1,3, souvent, en plus, c'est du chiffre qui a été donné à la meilleure période. Je m'explique. Euh, j'ai ma salle qui est remplie à ras-bord. J'ai ma salle serveur qui est conçue, qui est dans son infra, et j'ai mis et tout est rempli, tout est plein. Parce que si c'est moins plein, effectivement, mon ratio entre mon informatique et mon hors informatique est moins bon. Et en plus, je prends ma mesure quand il fait plutôt froid dehors. Il fait plutôt froid. Donc j'ai moins de clim. Souvent, c'est des ratios un peu comme ça. Mais oui, mais c'est clair que en France, on a des bons. On a travaillé sur le sujet. Mais c'est important, clairement, si on veut progresser et si on a des enjeux énormes, il faut travailler sur tous les leviers, quoi. Et le fait de mesurer, c'est hyper important. Parce que pour revenir, le PUE, donc on a cet indicateur, le PUE. Pour revenir sur le PUE, c'est un bon indicateur, mais il vaut ce qu'il vaut. Parce que, imaginez, vous densifiez plus votre salle serveur, vous densifiez plus vos serveurs. Donc vous allez réduire votre nombre de serveurs physiques dans votre salle serveur. Donc finalement, là, à l'instant T, vous allez dégrader votre PUE. Donc, il faut cumuler différents indicateurs. C'est toujours pareil, il faut avoir une vision différente. Ce qu'on fait avec Pôle emploi actuellement, de mesurer la consommation électrique de l'informatique, des applicatifs, ça, c'est nouveau, c'est un autre levier aussi. Et clairement, ce sujet-là, je pense qu'il va se diffuser de plus en plus. Pour l'anecdote, le responsable Green IT de Pôle emploi, il a monté l'Observatoire du numérique, l'Institut du numérique responsable, l'INR, qui est une association autour de Green IT qui prend beaucoup d'ampleur en ce moment. Et c'est un des responsables là-dessus. Donc, ce genre de sujets vont être diffusés de plus en plus. Si on prend le zoom sur la densification des serveurs, ce qu'il faut, clairement, il y a un sujet qui est hyper important, c'est optimiser la gestion du cycle de vie de la VM. Ce que je dis toujours à mes clients, les trucs, c'est vous êtes super fort sur le cycle de vie de la VM sur la phase création. Je déploie des VM, mais sur la phase, je vais redimensionner ma VM, je vais l'arrêter, je vais la supprimer. Il y a souvent des gros leviers d'optimisation. C'est assez impressionnant tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut optimiser et éviter que ça traîne. Ce n'est pas forcément évident, c'est des process à mettre en place, mais ça a des gains écologiques et économiques qui sont très très importants. Là, ce que vous voyez à droite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, c'est toutes les VM qui apparaissent, chaque carré, c'est une VM. Et les VM qui sont bien dimensionnées, c'est les VM vertes. Toutes les VM jaunes et rouges, c'est les VM surdimensionnées. Jaune, c'est surdimensionné, et rouge, c'est les VM qui font très peu de choses. Et ça, on est sur un cas d'usage très, très classique. Généralement, on a 20% de VM vertes, mais le reste, c'est surdimensionné. Après, il y a un autre point qui est hyper important.
il faut être en capacité de bien connaître l'usage pour être capable d'optimiser et être capable de plus densifier. Je m'explique. Si je sais que cette VM-là, elle fait rien la journée et que celle-ci, elle travaille que la journée et pas la nuit, ben, je peux les mettre sur le même serveur physique. Finalement, elles ne travaillent pas au même moment. Je pourrais finalement doubler mes capacités de mes serveurs si j'ai que des serveurs comme ça, la densification des serveurs. Mais ça, ce n'est pas évident. Donc, il faut avoir ces leviers, il faut bien les comprendre, il faut les analyser et jouer sur tout ça. Il y a un autre point qui est hyper important, c'est optimiser la charge en fonction des usages. Ce que je constate très régulièrement, c'est qu'on va mettre le même niveau de risque en prod et en test, ou même en intégration ou en recette. Est-ce que c'est normal En production, c'est normal qu'on prenne ceinture bretelle, logique, ça prod, il y a des gros enjeux derrière. Mais sur la recette ou sur les tests, honnêtement, sur les phases de recette, en plus, souvent, il y a des campagnes de tests qui ne sont pas du tout au même moment. Et là, il faut densifier. Après, il faut densifier et ça ne pose pas de souci. L'autre point, souvent, on a tendance à ne pas être capable d'éteindre les VM de test ou les VM de recette. C'est pareil, c'est des process à mettre en place. Ce que je vois aussi chez les clients, c'est qu'ils se posent la question quand ils ont mis des VM dans le cloud parce qu'on paye à la demande, on paye à l'heure, etc., à l'usage. Mais rien n'empêche de le faire chez nous aussi, en interne. Après, il y a d'autres sujets qui sont intéressants. Et on revient par exemple sur le cas d'usage, c'est finalement les salles serveurs, elles sont souvent calibrées en fonction des pics. On va faire sa salle serveur pour ne pas prendre de risques, pour être large. Maintenant, il y a des nouveaux sujets et on peut faire du délestage sur du cloud externe qui peut être intéressant. C'est je vais calibrer ma salle serveur sur mes moyennes et non sur mes pics et je peux avoir des débordements sur d'autres salles quand j'ai des pics. Je prends l'exemple du private cloud chez OVH qui permet de livrer des ESX en 1 heure et après de les décommissionner. Ça a des cas d'usage qui sont intéressants. Et il n'y a pas que qui le font, mais c'est très intéressant. On est vraiment on va être beaucoup plus souple sur tous ces usages-là. N'hésitez pas, hein, je ne vais pas vous présenter du tout des scopes, là c'est plutôt sur les cas d'usage. Et après, on va parler sur le question-réponse, ça peut être plus intéressant. Là, je vais vous montrer, là, on a une calculatrice qu'on a mis en place en interne chez nous qui permet de mettre en place les leviers d'optimisation, à la fois sur les coûts. Et je vais vous expliquer ce tableau-là. Il est un peu dense. C'est des copies d'écran. Ici, on est sur un cas réel. C'est un client qui a 4000 VM. Il a 220 serveurs physiques. Il a une évolution énorme. Il rajoute quasiment 30% de VM. Ce n'est pas toujours le cas, mais il en rajoute vraiment beaucoup. 30% tous les ans. Son coût d'un serveur physique, ça lui coûte 11 000 € par an, serveur physique. Actuellement, son ratio, il a 19 VM par serveur, ce qui n'est pas terrible. Ça lui coûte 2,4 millions. Bon, ça, c'est anecdotique. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'avec des C-Scopes, au début, on peut l'optimiser, rationaliser. Là, il y avait vraiment beaucoup. On peut lui supprimer 10% et optimiser 10% de ses VM. Donc ça, c'est juste la première année. Et après, tous les ans, on va lui optimiser 5%. Et après, on dit qu'on va peut-être densifier 25% en plus. C'est pas énorme, finalement, on va passer de 19 à 23 serveurs physiques. 23 à 23 VM par serveur physique. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça dit, ça? Si vous voyez le tableau de gauche, si jamais il avait continué à ce rythme-là sans du tout optimiser, finalement, il serait à 800 serveurs physiques au bout de 5 ans, avec sa croissance, etc., avec son ratio, etc. Si on optimise, si on densifie, etc., on ne sera plus, entre guillemets, parce que c'est quand même beaucoup, à 500 serveurs physiques. On lui économise 300 serveurs physiques. Et vous voyez, là, tout de suite, on voit le gain en termes de gain à la fois de consommation et tout ce que j'avais vu au début, c'est toute cette partie consommation, mais impact sur l'achat des serveurs, la fabrication et tout le levier qu'il y a derrière, et tout l'effet cascade qu'il y a derrière. Et donc là, je n'ai pas calculé tout ce gain-là, mais c'est un peu, ça vous laisse réfléchir tous ces leviers-là. On est sur une infrastructure qui est énorme, là, qui est assez grosse, mais c'est proportionnel dans toutes les entreprises, donc, il ne faut pas hésiter à travailler sur ce sujet. Je vais m'arrêter là. Je pense que c'est intéressant qu'il y ait un peu un débat là-dessus des questions-réponses.
Je pense que vous pouvez ouvrir vos micros et puis poser des questions, et réagir. Hein. N'hésitez pas du tout à réagir, poser des questions, toutes celles que vous voulez. Et puis, si jamais vous voulez, ceux qui ne connaissent pas DCScope, qui veulent le tester, c'est toujours pareil. Hein, c'est téléchargeable sur notre site. À vous de parler. Allez-y, n'hésitez pas. Moi, j'ai déjà Ouais. une petite question, justement. Ouais. Est-ce que, à ta connaissance, il y a la possibilité, justement, d'avoir quelque part un peu, tu vois, comme on aurait sur les transports, mais une sorte de bilan carbone du serveur physique qu'on achèterait, un moyen comme ça qu'on aurait de se dire, bah voilà, j'ai économisé tant de serveurs en 5 ans. C'est une super question et c'est vraiment le sujet sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Je travaille avec 2 boîtes en fait. Je ne sais pas si vous connaissez Cantis et EVA Conseil. Cantis et EVA Conseil, c'est des sociétés spécialisées dans tout ce qui est éco-conception, analyse cycle de vie d'un point de vue environnemental. Et donc nous, notamment par Cantis, on a été appelés parce qu'ils veulent travailler sur ce sujet-là et on manque un peu de chiffres. C'est compliqué. Mais je commence à avoir des éléments. Dans la prochaine version de DCScope, l'objectif, c'est vraiment d'être en capacité de montrer, justement, si j'automise des serveurs physiques, voilà tous les gains que j'ai derrière. À la fois ce qu'on appelle énergie classique et l'énergie grise. C'est l'énergie qui est liée à la fabrication, au recyclage et toute sa vie, en fait. Je fais un petit aparté. Quand ils nous ont appelés, leur sujet, c'était quoi? Ils ont de plus en plus de clients qui leur demandent là, c'était bon, c'est Danone, pour ne pas les citer, qui les ont consultés en leur disant, mais dites-moi, qu'est-ce qui est plus vertueux? Est-ce que c'est plus vertueux que je vende, je ne sais plus ce qu'ils vendaient, en e-shopping ou que je le vende dans mes magasins? Mais par exemple, si je dois être en capacité de savoir en e-shopping, quel est l'impact du e-shopping? Quel est le coût d'une transaction, en fait, etc. C'est des sujets qui reviennent maintenant. Et ça, c'est très, très compliqué actuellement. Il y a des gros débats là-dessus. Mais pour répondre à ta question, je pense que je vais réussir à avoir des éléments là-dessus assez vite, mais c'est pas facile. C'est pas clair. Après, je pense que les constructeurs aussi sont, pour l'instant, peut-être pas vraiment énormément sollicités pour essayer d'aider et de fournir leurs chiffres, tu vois, où tu pourrais, à ils ont quand terme, même. limite, comparer le bilan carbone d'un serveur Dell avec un Ouais. serveur HP, tu vois. Oui, c'est vrai que là-dessus, ils ont du mal à sortir des trucs. Après, les seuls labels qu'il y a actuellement, c'est des labels comme Energy Star ou EPIT. EPIT qui est un peu plus pointu qu'Energy Star, parce qu'il y a un peu des labels environnementaux derrière, et sociaux plutôt. Mais derrière, souvent, ça s'arrête à l'aspect consommation électrique. Il n'y a pas tout l'aspect énergie grise et tous les liens, les autres leviers qu'il y a derrière. Mais c'est un gros chantier. Ouais. Et moi, je pense qu'il faut qu'on soit en capacité d'afficher ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points d'interrogation? Il ne faut pas hésiter, même des choses qui vous ont interpellé, vous n'êtes pas d'accord. Moi, je suis complètement. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris aussi ou des chats? Les gens font leur timide. Pourtant, on est entre nous. Je connais la plupart des gens qui sont là. Hein, attention. Ouais, il ne faut pas hésiter. Ou alors ouvrir votre micro si vous ne l'avez pas ouvert. Non, bah écoute, tu as dû faire une présentation suffisamment détaillée. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous sur toute question, toute remarque, moi, j'aime bien le côté un peu, même si on me remet en cause ce qu'on a dit. Hein. Clairement, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Il y a vraiment plein de choses à faire. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et c'est un sujet, comme je vous le dis, qui même qui revient je vous dis, de plus en plus dans les organisations. Et ça vient. Pourquoi ça revient dans les organisations? Parce qu'il y a une contrainte un peu à la fois de l'externe et aussi même de l'interne. Il y a certains salariés qui demandent à leurs entreprises, mais qu'est-ce que vous faites vous, quoi, de plus en plus à plein de niveaux. Et ça se note dans les différents leviers. Oui, et je pense que tu as raison aussi sur un point, c'est que avec de plus en plus l'utilisation du cloud, où du coup on est obligé de maîtriser la façon dont on a nos cycles de vie de nos machines, etc. Bah, pourquoi pas aussi le faire en interne pour essayer de faire des économies, plutôt que de dire de toute façon on a acheté une infra Oui. et autant la rentabiliser, parce qu'aujourd'hui c'est un peu le discours. Ouais, c'est le discours. Ah, mais attends, on a quelqu'un qui a ouvert son micro. On va laisser parler super. Bruno. Ouais, c'est Bruno Juslin. Donc je bosse chez Capgemini. Ah, super. Et je fais de la sécurité. Donc j'évangélise les projets où
ou des clients sur les aspects sécurité sur des différentes plateformes. Et je voulais poser la question de savoir comment aborder ce sujet-là, vis-à-vis de notre gouvernance ou des différents clients qu'on peut aborder. Est-ce que tu as des conseils pour initialiser en fait la réflexion sur ce sujet-là et les amener à s'y intéresser? Ouais, tiens, pour info, Capgemini, justement, ils font partie des gens qui m'ont contacté. Je bosse avec toute une équipe là-dessus, en interne, Ah bah, très bien. avec Cap. Donc, on a des groupes de travail avec Capgemini. Et deux, pour répondre à ta question, souvent, ce qu'il faut, c'est leur dire, est-ce que vous n'avez pas des indicateurs en fait à mettre en place? Est-ce que votre direction ne vous demande pas de mettre en place des indicateurs Green IT? Parce que si déjà tu évoques ce sujet-là, souvent c'est le cas de plus en plus dans les entreprises, et donc ils vont dire oui, on a des indicateurs à mettre en place, et on ne sait pas par quel bout les prendre. Et donc, là, dans ce cas-là, vous pouvez commencer à amorcer le sujet en disant on a peut-être des idées, des choses à mettre en place, on a des groupes de réflexion, on a réfléchi chez Cap sur ces sujets-là. C'est un bon moyen de le mettre en place. Après, des fois, on tombe sur des gens hyper sensibilisés sur le sujet et qui veulent mettre en place des choses aussi. Mais parfois, il y a des demandes d'indicateurs qui sont mises en place au niveau de la direction. Ils sont déclinés au niveau du DSI, mais les équipes dessous ne le savent pas forcément. C'est vrai aussi. Il n'y a pas une déclinaison complète de tout ça. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à poser la question. Est-ce que vous faites quelque chose dessus? Est-ce que vous avez déjà mis en place des choses? Et est-ce que vous avez besoin d'avancer sur ce sujet-là? Je pense que faut pas hésiter à poser la question, à avancer là-dessus, débattre. C'est un sujet qui est, ça m'énerve de dire neuf parce qu'il n'est pas si neuf que ça fait longtemps qu'on a des réflexions là-dessus, mais qui reprend vraiment de la vigueur en fait. Donc en parler, c'est plutôt, on dirait, c'est bien d'en parler, quoi. Même si c'est, moi je pense que c'est indispensable. Je pense que c'est une vraie nécessité. Ça répond à ta question ou pas, Bruno? Ah ouais, oui, carrément. Moi, quand j'ai conçu des plateformes pour des clients, maintenant, je mets un aspect green, alors plutôt en bas de tableau, si tu veux. On optimise d'abord les ressources, on fait de la sécurité, il y a plein de domaines qu'on traite, mais je mets maintenant un aspect green à la fin pour essayer de sensibiliser. Soit ça accroche, soit ça accroche pas, mais je trouve que c'est intéressant d'introduire ce genre de sujet. Ouais, complètement en phase. Ouais. Si tu veux, tu m'enverras toutes tes coordonnées, je te remettrai en contact avec les gens de Cap qui travaillent sur le sujet. Mais carrément, ouais. Ouais. Tu On est m'envoies en un train de petit mail. préparer un mail justement pour demander ce qu'on faisait chez Cap à ce sujet-là. Donc voilà, on a bouclé là. Je te mettrai en lien avec eux. En tout cas, c'est assez marrant parce que je vous dis, moi, nous, ça fait depuis qu'on a créé la boîte qu'on est sur ce sujet-là, et puis on commence à être bien légitime. On bosse beaucoup avec l'ADEME. Juste pour l'anecdote, moi, j'avais les résultats du livre blanc dont je vous ai parlé. Je suis même allé le présenter à Londres dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie. Et en face de moi, il y avait quasiment, je ne dis pas tous les pays du monde, mais il y avait beaucoup de pays. Il y avait la Corée du Sud, l'Australie, le Japon. Vraiment, il y avait vraiment beaucoup de pays. C'était super parce qu'on se dit qu'on présente un truc super intéressant, mais à l'inverse, on se dit qu'on est les seuls à bosser sur le sujet, quoi. En France, on est quand même très en avance là-dessus, malheureusement, entre guillemets. Mais il faut vraiment, mais là, ça reprend vraiment de la vigueur un peu partout. J'étais aussi allé faire une learning expedition dans la Silicon Valley. Donc, on peut se dire, la Silicon Valley, c'est un peu le cœur de tous les sujets IT. J'avais évoqué ces sujets-là, ils s'en foutaient royalement, quoi. C'était pas du tout un sujet abordé. Ils disaient des oui. Quand je leur ai parlé, ils trouvaient ça intéressant, mais ça leur est passé par une oreille, c'est ressorti par l'autre, et 2 secondes après, ils avaient oublié, quoi. C'était assez étonnant. Bon, c'était il y a quelques années, mais quand même. C'est vraiment un sujet de fond sur lequel nous, en France, on est plutôt bon, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? N'hésitez vraiment pas, il ne faut pas hésiter. Oui, bonjour, Jean-Didier Elisabeth. J'avais une question justement sur la partie Saver Challenge. Est-ce qu'en termes de recommandations, on va dire avoir une seconde vie pour les serveurs versus racheter tous les 5 ans? Ouais. Ah oui, très très bonne question. Ouais, très très bonne question. En fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour les postes de travail, pas sur les serveurs, mais sur les postes de travail qui ne sont pas allumés 24 heures sur 24, mais qui sont. Ce qui se dit, c'est que
il ne faut pas changer un poste de travail juste parce qu'il va consommer moins. Parce que, par exemple, il y avait une étude qui avait été faite sur un MacBook Pro. Pour rentabiliser l'économie de sa moindre consommation, il fallait le garder 50 ans, je crois, un truc comme ça. Donc, on voit que l'énergie grise est beaucoup plus importante que l'énergie consommée autour de sa vie. C'est un peu moins vrai pour les serveurs parce que eux, ils tournent 24 sur 24, etc. Mais c'est quand même vrai, en partie vrai. Donc, il est très important de faire durer la vie de ces serveurs. Et il y a deux leviers. Le premier levier, et ce qu'on voit régulièrement chez beaucoup de clients, les clients changent leur serveur parce que c'est leur contrat de maintenance qui les oblige, la plupart du temps. Donc là, dans ce cas de figure, il faut négocier à l'achat, changer les contrats de maintenance pour avoir des contrats de maintenance plus longs, pour ne pas avoir cette contrainte-là. Et deux, comme tu le dis, et c'est une très très bonne approche, c'est de se dire non, ok, je suis obligé de les sortir, mais je peux potentiellement les recycler, les réutiliser, pas les recycler, les faire les filer à d'autres associations, à d'autres personnes qui vont pouvoir les utiliser pour qu'il y ait une durée de vie beaucoup plus longue. Ça, c'est un très bon levier. Ouais. Ouais. Et je connais, moi, je bosse avec une autre petite boîte qui s'appelle ArcSwan à Nantes, là, qui fait du stockage à distance et des choses comme ça. Et je sais que lui, maintenant, il travaille qu'avec des serveurs recyclés, en fait, ou réutilisés. Ça, c'est parce que du coup, il accepte d'avoir les contraintes associées à ce truc-là. Parce que moi, Ouais. clairement, par exemple, je vois vis-à-vis de notre parc, on est majoritairement sur VMware. VMware sort une nouvelle version. Du coup, ça va exclure Oui. une large partie de matériel qui, fondamentalement, permettrait encore de faire tourner des VM. Alors, certes, on n'a pas des consolidations énormes, mais si tu dis que de facto, de toute façon, ça coûte plus cher en énergie grise, de toute façon, de racheter du neuf si on n'en a pas réellement besoin, bah nous, on se retrouve forcé, comme la plupart des entreprises, à devoir renouveler notre parc. Ouais. Même pas parce qu'il n'y a plus de support éditeur concernant ce truc-là, mais déjà parce qu'il n'y a plus de support d'un point de vue software, tu vois. Software, ouais, c'est toute la chaîne qu'il faut revoir pour dire Exactement. allongeons la durée de vie et le support du matériel afin d'améliorer les choses concernant justement cet aspect-là finalement. Ouais, non, mais ça, c'est clair que c'est un vrai sujet où c'est vrai qu'on se rend compte, finalement, les constructeurs et les éditeurs s'aident bien là-dessus et se créent du business commun. Mais c'est un vrai souci. Et je suis d'accord avec toi, c'est un autre souci là-dessus, c'est qu'être obligé c'est un peu l'obsolescence programmée du fait du logiciel. Et ça, c'est un vrai souci. Et c'est vrai que là, pour l'instant, à part si côté VMware, ils changent un petit peu leur politique, on n'a pas beaucoup de choses, on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est un gros souci. Ouais. C'est un souci. Enfin, c'est un souci. Après, je pense que c'est compliqué pour tout le monde parce que de la même façon, le fabricant de matériel, il ne peut pas non plus garder du stock ad vitam de vieux matériel et continuer de te le supporter dans les mêmes conditions. Donc, ça finira, comme tu le dis, dans les entreprises qui acceptent d'avoir du matériel, entre guillemets. Mais c'est quand même un peu le côté constructeur et logiciel qu'il faut qu'ils changent un peu leur façon de faire. Parce qu'ils obligent, ils créent une pollution énorme. De toute façon, là, tout ton sujet, on voit bien, c'est l'ensemble de la chaîne qui doit être sensibilisée. Après, si ça arrive à venir de par notre fait, de par les applis et la partie consolidation, etc., c'est tant mieux, puisqu'a priori, c'est nous qui avons le plus gros levier. Mais une grosse partie aussi du challenge, il est côté fabricant, côté éditeur. Oui, complètement. Ouais. Et on voit bien, là, si je reprends la partie éco-conception logicielle, etc., il y avait un proverbe connu qui disait ce que Dell gagne d'un côté, Bill Gates le reprend de l'autre. On voit qu'il y a de plus en plus de puissance, mais il y a besoin de beaucoup plus de puissance sur le logiciel aussi en parallèle. Donc il y a toujours ce débat-là. Mais c'est des vrais sujets. Est-ce qu'il y a d'autres questions, N'hésitez pas. Bon, écoute, je pense En tout cas, moi, j'étais bien content d'animer ça. N'hésitez vraiment pas s'il y a quoi que ce soit comme question, comme remarque, comme sujet, ou si vous voulez revenir dessus. Là, je fais un peu ma pub à côté d'ECScope. N'hésitez pas à installer d'ECScope chez vos clients, chez vos partenaires. Nous, ce qui fait la différence du produit, c'est qu'il est simple à installer, facile à utiliser, qui répond à tous les besoins et qu'en plus, sur la partie Green IT, nous, on est en capacité automatiquement de remonter la consommation électrique des serveurs physiques et on va calculer un coût électrique à la VM.
C'est ce qui nous permet, dans le cas de Pôle emploi ou d'autres sujets, d'afficher vraiment le coût électrique et le coût CO2 par VM ou par regroupement de VM. Et ça je ne pense pas que Verops le fasse, de mémoire, ou d'autres. Et c'est des algorithmes qu'on a fait valider notamment par l'Agence de l'environnement. En fait. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être présents. Et puis, à bientôt. C'est aussi une dernière question avant qu'on clôture tout ça, Mathieu. Écoute, j'ai pas vu de questions, mais de toute façon, je pense que tu es, comme la plupart des gens, présent aussi sur le Slack. Donc, n'hésitez pas à continuer la conversation sur le Slack si vous avez des questions pour revenir vers Martin. Il n'y a pas de problème. Et puis. Sinon, mon mail, c'est martin.dargent@easyvert.com. Je ne sais pas si je l'ai mis quelque part, mais je ne crois pas. Mais martin.dargent@easyvert.com et c'est tout simple. Et vous tombez sur moi. Ou alors, vous faites contact@easyvert.com. Oui. Si les gens nous demandent aussi sur le VMlog, pas de souci, on pourra rediriger. Je vous filerai mes coordonnées, mon téléphone s'il y a besoin. Et puis, et merci encore d'avoir assisté à ce webinaire. Et puis, merci encore, Mathieu, pour l'organisation. Avec plaisir. Et à nous de sauver la planète aussi. C'est ça, oui. Voilà, du coup, on voit bien effectivement le côté qui va au-delà de l'informatique. Là, l'engagement pour essayer d'améliorer un peu les choses, c'est bien. Mais je pense qu'effectivement, ça va de plus en plus, les entreprises, les salariés vont prendre conscience de ces sujets. Et du coup, il y a quelque chose à jouer de notre côté et à essayer d'anticiper un petit peu tout ça. Moi, je trouve que c'est vachement plus motivant que juste essayer de faire du pognon ou un truc comme ça, quoi. C'est quand même, ça a quand même un peu plus de sens. Voilà, c'est un peu la réflexion. Mais en tout cas, merci. Et puis, à bientôt. Et puis, bonne journée. Profitez de ce beau temps. C'est ça. Merci, bonne journée. D'avoir participé. Merci à vous. Merci à vous tous. Au revoir. Merci Au revoir. à vous. Au revoir.